j'ai intitulé cette table ronde « Nos plus belles années », en clin d'œil à une série italienne assez culte, dont le titre original est La meglio gioventù, autrement dit la meilleure jeunesse. Donc je vais vous présenter très succinctement 3 représentants de cette jeunesse qui a pris quelques années. Une jeunesse relative. Voilà. En vertu du droit d'aînesse, je vais commencer par Christophe Levallois. Donc vous êtes né en 1957. N'ayons pas de pudeur de jeune fille. Vous êtes enseignant, auteur, rédacteur en chef. Et vous avez un chemin tout à fait original parmi ceux qui ont eu tout un cheminement avec la Nouvelle Droite et Éléments. C'est que vous avez cheminé vers l'orthodoxie. Vous nous expliquerez comment. Vous êtes aussi animateur d'orthodoxie.com. Je voudrais signaler parmi tous vos ouvrages Royauté, figure mythique dans l'ancien Iran, préfacé par le président du Grèce de l'époque, Jean Varenne, mais aussi un livre plus récent sur le loup et son mystère. Je vais passer ensuite à Julien Damon. Vous vous définissez aujourd'hui comme un... Né en 1971. Voilà. Vous vous définissez aujourd'hui comme un bureaucrate libéral. Vous avez, vous aussi, une histoire singulière. Vous êtes professeur à Sciences Po, signataire d'une trentaine d'ouvrages, il me semble, dont 6 que sais-je. Je voudrais signaler aussi votre dernier livre que j'ai eu le bonheur de chroniquer dans le dernier élément, Toilette publique, aux presses de Sciences Po. C'est un ouvrage très métapolitique, comme son titre et son sujet l'indiquent. Et plus généralement, vous êtes spécialiste de l'exclusion, de la protection sociale. Et puis, je vais signaler le plus jeune auteur d'Éléments, puisque vous collaborez à Éléments depuis seulement une dizaine d'années. Je suis pas le plus jeune, je suis en 63. Voilà, je sais bien. Nicolas Gauthier, journaliste, auteur. Vous avez notamment signé 2 livres d'entretien avec Alain de Benoît, un recueil de textes qui s'appelle Les Grands Excentriques, préfacé par Alain de Benoît. Vous signez à la fois dans Boulevard Voltaire, Best, les hors-séries de Valeurs Actuelles, dont les derniers numéros sur Michel Audiard et l'humour français. Et vous nous expliquerez comment vous avez cheminé de manière peu évidente, puisque vous venez plutôt d'un milieu national catholique. Et en même temps, je sais que vous devez votre réveil politique au film de Bertrand Blier, Les Valseuses, donc ce qui est encore moins évident à droite. Et je vais Je vais tout de suite céder la parole pour que vous puissiez échanger entre eux. Alors peut-être en commençant par Christophe Levallois. Qu'est-ce qui a fait qu'à la fin des années 70, vous avez découvert le Grèce, Éléments, toute cette nébuleuse? Merci et bonjour à tous. Tout a commencé en 1978 par comme souvent d'ailleurs, par une relation personnelle avec un ami de lycée qui était membre du Grèce et qui un jour m'a dit qu'il croyait que les dieux existaient, les dieux de l'Antiquité existaient. Et ça m'a vraiment intrigué. J'ai voulu en savoir plus. On a poursuivi la discussion et il m'a présenté le responsable local à Bordeaux, Aquitaine, du Grèce, qui était Gérald Pruvost. Et là, j'ai découvert tout un groupe extrêmement chaleureux, très dynamique. Et de nouveaux horizons aussi se sont offerts à moi. Au printemps de l'année suivante, donc 1979, nous nous sommes réunis lors d'un week-end autour de Pierre Vial. Et il nous a dit qu'une campagne de presse se préparait contre le Grèce et la Nouvelle Droite. Bon, c'est la campagne qui est bien connue et que ça allait secouer. Et effectivement, ça a secoué. Et à partir de ce moment-là, je me suis pleinement engagé dans ce mouvement, parce que finalement c'est un mouvement de recherche et c'est ce qui m'a plu. Et peut-être, je vais vous situer générationnellement. Il me semble que vous devez votre socialisation politique à l'époque où la gauche s'apprêtait à prendre le pouvoir avec Mitterrand. Julien Damon, vous avez connu une dizaine d'années plus tard le temps de la guerre du Golfe. Vous dirigiez Cartouche avec quelqu'un qui allait devenir aussi un grand directeur du Point, Sébastien Le Foll, à l'époque de la guerre du Golfe et de Maastricht. Vous qui veniez du Val-de-Marne, comment avez-vous découvert tout ce petit monde? Je l'ai découvert quand j'étais étudiant à l'ESCP, Subdeco, où je m'ennuyais royalement, où les étudiants contemporains de cette même école s'ennuient tout aussi royalement. Mais à l'époque, j'étais tombé sur une thèse de sciences politiques assez contestable du point de vue des gens dans la salle et du mien,
parce que c'était une description critique de l'histoire du Grèce. C'était publié aux presses de Sciences Po et ça devait s'appeler, je ne sais plus le titre, la spécialiste était une extrême droitologue, Anne-Marie Duranton visage de la nouvelle droite. Et donc il y a un effet pervers à son ouvrage, c'est que ça m'a beaucoup intéressé et donc je suis allé découvrir principalement d'ailleurs Éléments dans un contexte que tout le monde connaît, national et géopolitique, fait en 1989, entre autres, de l'affaire du voile à Creil, fait des débuts de la guerre du Golfe, fait de débats infinis autour de Maastricht, fait la même année d'ailleurs, en 1992, que Maastricht, de l'implantation de Disneyland à Marne-la-Vallée, qui n'était donc pas loin du Val-de-Marne. Et à cette époque, j'étais assez révolté contre tout cela, et je découvrais dans Éléments, et dans les numéros de l'époque d'Éléments, un antilibéralisme qui me convenait bien. Mais alors l'effet pervers, là, c'est que par la suite, j'ai trouvé que cet antilibéralisme, dont on peut longuement discuter, était un peu trop prononcé, et je suis devenu progressivement très libéral, à lire, entre autres, les auteurs dont je jugeais la critique valable à l'époque dans Éléments. Et pour terminer, c'est vrai qu'on avait un petit groupe de jeunes, alors, au début des années 90. Certains, hélas, sont décédés. Certains ont eu des carrières extraordinaires, n'est-ce pas? Certains sont entrés dans les forces armées. Certains sont même dans la salle. Et autour d'Alain de Benoît, nous avions créé un petit bulletin cartouche qui allait devenir une partie par la suite d'Éléments. Et nous avions une vie intellectuelle assez intéressante, à discuter de tout et de rien, et entre autres choses, à fréquenter les grands auteurs et les boîtes de nuit. Voilà. Alors, Nicolas, il me semble que vous devez la lecture d'Éléments à des recommandations négatives, c'est-à-dire qu'on vous avait déconseillé d'un point de vue catholique. Voilà, mais c'est parce que après cette brillante causerie sur l'éducation nationale, je suis un peu gêné parce que mon cursus universitaire s'est arrêté à un CAP d'art graphique et j'étais simple maquettiste dans un quotidien qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait Présent, et on m'avait dit il faut absolument pas lire Éléments parce qu'ils sont anti-catholiques. Il se trouve que moi j'étais catholique, je le suis toujours, plutôt partisan du trône et de l'autel. Donc le paganisme européen d'Éléments me paraissait étrange, mais j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt, surtout c'est encore meilleur quand on vous a interdit de le faire. Et j'ai trouvé ça très stimulant pour l'esprit, parce que déjà penser, c'est penser contre soi-même. Et moi-même qui ai parfois du mal à être d'accord avec moi, je conçois de pas être d'accord avec les autres non plus. Et puis après, le fil des rencontres, la lecture de l'Eclipse du Sacré d'Alain de Benoît et Thomas Molnar, les amitiés, puis je suis arrivé à Éléments, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. C'est ce côté un peu McDonald's, venez comme vous êtes. Et d'ailleurs, vous pouvez vous exercer très bien vos talents à travers tout ce que vous écrivez sur à la fois le cinéma, la culture, la pop culture, l'objet disparu. Oui, pour le cinéma, ça a été un très gros défi à relever parce qu'on passe pas impunément derrière Michel Marmin, Ludovic Maubreuil. Donc le pire écueil, c'est de pouvoir singer ses prédécesseurs. Après, il faut aussi de faire entendre sa petite musique. Mais il faut le faire, je brouille, en espérant que ça plaise. Mais alors, je continue les grands écarts auprès de notre camarade Christophe. Pour résumer ce parcours vertigineux, comment passe-t-on de la nouvelle droite avec ce que ça implique, la critique de l'universalisme et du christianisme, à un parcours spirituel dans l'orthodoxie, je crois, qui est passé par les voies de la tradition et la revue Totalité que vous avez fréquentée dans les années 80. Est-ce que vous pourriez résumer un petit peu votre itinéraire spirituel ? Difficile. En fait, c'est en cherchant la verticalité que l'on croise beaucoup de routes, beaucoup de chemins et que l'on passe par beaucoup d'étapes. Ce furent beaucoup d'étapes. Vous avez évoqué effectivement ce passage par le groupe autour des éditions Pardès, Totalité, puis il y avait plusieurs revues à l'époque où je me suis beaucoup investi. C'est effectivement à partir du début des années 80, au sein de tout ce qui était proposé finalement, de tout ce qui était débattu, de tout ce qui était discuté au sein des différents cercles, groupes, qui étaient comme
une sorte des planètes autour du Grèce, qui gravitaient autour du Grèce. Moi, c'est la question des Indo-Européens, de tout l'apport des études indo-européennes, avec bien sûr Dumézil, mais aussi de toute la pensée dite traditionnelle, Guénon, Evola, Coomaraswamy, et bien d'autres auteurs, et qui m'a vraiment intéressé, captivé, d'où tout un chemin très, très long, complexe, avec des étapes très, très différentes, mais qui m'a amené à renouer avec le christianisme. J'ai été baptisé catholique, à renouer avec le christianisme, mais un christianisme qui me paraissait plus proche de celui des origines et qui, en tout cas, moi, me parlait davantage. Alors, je passe au troisième larron, Julien Damon. Il me semble, pour en avoir discuté avec vous, que la question spirituelle ou religieuse, faisait pas partie de vos priorités à l'époque où vous fréquentiez à la fois le Grèce et Éléments. Vous avez cependant participé à plusieurs événements communautaires tels que les solstices. Quels souvenirs vous en gardez ? Des javas formidables. Alors, je ne sais pas si on doit dire ça. Du point de vue métaphysique, certains s'y impliquaient extrêmement sérieusement et je le respectais. À l'inverse, du point de vue des solstices d'été qui étaient ouverts, d'ailleurs, je n'en ai fait qu'un, c'était assez formidable. Je trouvais que c'était une ambiance extrêmement sympathique. Alors, disant ça, j'ai bien le sentiment d'apparaître presque comme un abruti au regard des considérations métaphysiques qu'on peut avoir sur le sujet. Et je me rappelle de débats qu'on pouvait avoir justement sur cette approche communautaire, terme que vous avez employé, et vous aviez une partie d'entre nous, et j'en étais, qui considérait que c'était pas l'essentiel de notre présence dans cette mouvance, dans ce mouvement d'idées, qui surtout pour nous était une ouverture par rapport à ce que l'on entendait, alors moi en cours de comptabilité, ensuite à la Sorbonne en sociologie, mais tout cet aspect même traditionnel, et je sais combien ceci compte pour vous, pour nombre d'entre vous, pour certains grands auteurs ou traducteurs dans la salle, c'est toujours quelque chose qui a pour moi relevé de l'ésotérisme. Et cet ésotérisme est revendiqué par certains des auteurs que vous avez cités. Pour moi, ça m'a toujours dépassé. Alors, je ne souhaiterais pas seulement paraître pour un abruti là-dessus, mais je n'avais absolument pas une vision métaphysique de l'affaire. C'était, disons, seulement de l'intérêt par rapport à une pensée décalée. Pour terminer ce propos ici, et qui explique ma présence ici, j'ai toujours ce même intérêt à travers Éléments, parce qu'on y découvre quelque chose à chaque fois qui ne se lit pas ailleurs. Et pour terminer sur votre mutation, votre conversion, non pas métaphysique, mais idéologique au libéralisme, je suis curieux de savoir aussi comment vous êtes passé de la critique intellectuelle du libéralisme, tel que vous l'appréciez dans Éléments, au fait d'avoir suivi une thèse avec un des maîtres de la sociologie individualiste libérale, qui est Raymond Boudon. Et donc finalement, est-ce que comme Claudel, vous avez eu la révélation à Notre-Dame, ou comment ça s'est passé, cette évolution ? Powell, qui a compté dans l'histoire du Grèce, a aussi eu la révélation de la même manière. Si je me rappelle bien, c'était en Amérique latine. Hein. Il est tombé par terre parce qu'il avait eu la révélation. Ici, au Mexique. Ouais. Moi, j'ai pas eu la révélation boudonienne ou libérale. J'ai fait un truc assez étrange, c'est qu'après avoir lu les critiques de Hayek et compagnie dans Éléments, je suis allé lire Hayek et compagnie. C'est ça l'effet pervers. Et que j'ai trouvé ça rigoureux, conséquent. Alors, vous me voyez face à vous en train de défendre la pensée libérale, parfois même la plus orthodoxe, et j'ai trouvé là quelque chose qui n'était pas une explication métaphysique du monde, mais qui, vous l'avez dit en évoquant Raymond Boudon, était une approche méthodologique. Chez Boudon, vous avez une idée simple qu'il baptise à la suite d'un autre, Weber, et Tönnies, que vous connaissez bien, l'individualisme méthodologique, et vous aviez chez Hayek un truc qui m'avait marqué, qui était l'individualisme est une attitude d'humilité face au processus social. Et je crois que cette humilité, on la trouve aussi chez les libéraux, qui ne sont pas seulement les adorateurs du marché. La table ronde précédente terminait sur le mot liberté, et c'est ça qui a le plus compté par la suite pour moi. Oui. Alors, je passe un peu du coq à l'âne, puisqu'on balaye des sujets extrêmement éclectiques de manière forcément superficielle. Nicolas, vous êtes la preuve vivante de la diversité d'opinions et d'itinéraires au sein même d'Éléments, puisque vous y écrivez depuis une dizaine d'années, en faisant entendre une petite musique singulière, que ce soit sur l'Europe, le christianisme ou même les goûts culturels.
Vous ne parlez pas forcément de Raoul Walsh ou de Robert Guédillan comme Michel Marmin. Comment vous en êtes venu à écrire dans la rédaction d'Éléments, et peut-être vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Alain de Benoît et les autres figures. Alors déjà, pour commencer et pour clore le chapitre métaphysique, je suis catholique, je ne suis pas protestant. Donc le paganisme, pour moi, est quelque chose de tout à fait naturel. J'ai toujours eu tendance à imaginer qu'un catholique était un païen accompli. Je me sens chez moi dans la cathédrale de Chartres, mais à l'Acropole aussi. Tout ça participe pour moi de la même filiation, parce que le catholicisme est une religion incarnée, au contraire du protestantisme. Donc déjà, j'étais plutôt en terrain de connaissance. Ce qui me fait venir le plus à Éléments, et c'est là aussi je me sens en bon voisinage, c'est toutes les considérations géopolitiques, parce que j'ai l'impression de lire des articles que Jacques Bainville aurait pu signer dans l'Action française. Donc une fois de plus, je suis pas en terrain incognita. Et toute la recherche, la remise en question de l'atlantisme, de l'Occident par rapport à l'Europe, ça effectivement, c'est un élément que je le dois, que beaucoup de gens lui doivent. Donc il y a quelque chose, oui, de très stimulant, de revigorant dans la pensée, de penser contre soi. Il y a des dossiers remarquables comme comment être gaulien, parce que je viens aussi professionnellement à mes débuts, j'étais dans un monde qui était vraiment imprégné d'antigaullisme, mais de l'espèce rabique. Post-guerre d'Algérie. Voilà, post-guerre d'Algérie, post-libération, et faire le distinguo entre le gaullisme et être gaulien, ça m'a semblé être aussi très très pertinent, quoi. Et après, la suite, il y a toujours les idées, mais il y a aussi les hommes, il y a les amitiés. Avec Alain de Benoît, j'ai eu une amitié assez immédiate, avec Pascal Esséric, avec d'autres. Et je pense, contrairement à ce que certaines personnes peuvent imaginer, c'est qu'à Éléments, il y a une liberté d'écriture et de pensée qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'autres rédactions en France. Et d'ailleurs, j'aurais pu citer dans votre biographie trop succincte l'aventure qui a été Flash. Enfin, moi, c'est personnellement comme ça que je vous ai découvert, où vous parliez de questions géopolitiques. Là aussi, il y avait une critique à la fois de l'Occident, de l'atlantisme, et une volonté de non-alignement en tout cas sur la politique américaine, notamment au Moyen-Orient. Oui, on s'est situé dans la même lignée. De considérer, par exemple, ne voir que la situation libanaise. Moi, j'ai biberonné à des gens qui disaient oui, il faut soutenir les chrétiens d'Orient. J'ai dit mais lesquels? Les phalanges libanaises de Samir Djadja, l'armée du Cèdre de Michel Aoun, et pourquoi ne pas défendre le Hezbollah, par ailleurs le meilleur allié de Michel Aoun. Donc essayer de penser contre soi, de ne pas tomber dans les clichés, les gentils, les méchants, et les situations sont toujours complexes par nature, mais je peux vous assurer qu'au Liban, elles le sont encore plus qu'ailleurs. Et pour élargir un peu la focale, et en clin d'œil au premier débat qui a été celui de la journée, on pourrait dire aussi qu'Éléments s'est posé depuis très très longtemps comme une critique du néoconservatisme, en tout cas dans l'acception, dans le sens que ça a dans la politique américaine, et comme critique aussi du choc des civilisations et de la politique étrangère, des grands récits, notamment d'opposition à Moscou et à Pékin. Et là, je reviens vers vous, Christophe Levallois. Vous qui travaillez notamment, qui enseignez la communication à l'Institut Saint-Serge, vous avez forcément vécu de près ou de loin les retombées de la guerre en Ukraine. Là aussi, un sujet sur lequel Éléments se singularise, je pense, par son non-alignement et son courage relatif, à une époque où tout le monde brandit le drapeau ukrainien. Peut-être, ça nous permet de faire le lien avec ma première question. Que gardez-vous de vos engagements de jeunesse, et est-ce qu'ils rejaillissent aujourd'hui que on vit un temps d'unanimisme par rapport au conflit ukrainien et peut-être de manichéisme dans l'alignement sur Kiev, Washington, Londres, etc. Il me semble que le Grèce, enfin moi ce que j'ai connu est une école d'exigence et d'impertinence. D'impertinence non pas au sens de révolte adolescente, mais d'impertinence au sens de remise en cause de toutes les idoles du temps, de leurs aveuglements, de leurs méfaits.
Et c'est ce que j'ai retenu. Alors, dans toutes les questions, justement, on peut conserver cette attitude. Après, il y a une très grande diversité, effectivement, que j'ai aussi connue, mais qui est aussi très intéressante si on la met en synergie, si on la met en dialogue. Donc, par rapport à ce conflit, qui est une question qui, pour un orthodoxe, est déchirante. Hein. D'abord, nous, on ne le voit pas d'un point de vue géopolitique, mais ce sont des frères et des sœurs qui se déchirent, qui s'entretuent. C'est une église, l'église orthodoxe en général, qui forme de plusieurs églises, qui est déchirée. Et c'est quelque chose qui est très douloureux pour tous les orthodoxes, quelle que soit leur sensibilité par ailleurs. Voilà. Mais face à cela, moi, ce que je retiens et ce que j'ai retenu, c'est la remise en cause. Effectivement, c'est aussi penser un peu contre soi-même. Ce n'est pas un mouvement de formatage, mais au contraire, notre génération, puis ceux qui m'ont précédé, et puis je pense aussi ceux qui sont venus juste après moi, on a retenu la leçon de l'histoire, et aujourd'hui, je regarde avec un peu d'effroi qu'on oublie cette leçon de l'histoire. Le XXe siècle était le siècle des idéologies. Aujourd'hui, on voit le retour d'autres idéologies dont il a été question. Et tout ce mouvement, ce que je retiens, c'est le désir d'échapper au carcan, à l'emprise de toutes les idéologies, d'où qu'elles viennent et d'où qu'elles soient. Et c'est au contraire, me semble-t-il, une école de libération, de la liberté, oui, mais d'abord libération, parce que c'est toujours ce mouvement, et qui pour moi passe par une verticalisation, parce que je crois profondément que l'on ne peut résoudre tous les conflits et que l'on ne peut résoudre toutes les oppositions que par la verticalité, que l'on se rejoint par le haut, mais que l'on se disperse par le bas. Alors, j'ai passé un peu moins de verticalité. Julien Damon, il se trouve que j'ai lu votre dernier ouvrage, que j'ai eu le plaisir une nouvelle fois de recenser pour Cartouche dans Éléments. Et là aussi, ça bat en brèche quelques caricatures, puisque vous aimez vous portraiturez en libéral bureaucrate, mais j'ai quand même noté un fort intérêt pour la question sociale, notamment par rapport au SDF, et à travers toute la problématique des toilettes publiques. Vous pensez aussi aux exclus, vous pensez à l'universel, en abordant des questions méconnues, comme la question de l'hygiène publique en Inde, par exemple, qui n'est pas mince. Malgré tout l'autoportrait de renégat que vous dressez de vous-même, qu'est-ce qui vous reste de vos années, vos jeunes années à Éléments, et en quoi vous êtes peut-être paradoxalement fidèle à une certaine partie de vous-même? Alors, mes jeunes années à Éléments, ça va être très court. Hein. Je n'ai jamais écrit quoi que ce soit dans Éléments. Mais ce que je veux dire par là, pour satisfaire tous ceux qui se préoccupent légitimement des affaires de sous, j'ai toujours été abonné à Éléments, sans discontinuer depuis une trentaine d'années. Et si on faisait le concours dans la salle, on verrait certains. Hein. Bon, j'ai toujours été abonné. Et en plus, ça c'est un truc technique sur Éléments, comme ces temps-ci, je sais pas pourquoi mon abonnement arrive un peu en retard, ben j'achète un autre numéro avant. Donc vous voyez, je suis un bon contributeur, j'en vois qui applaudissent au premier rang, là ils sont ravis. Bon. Ceci dit, pour être beaucoup plus sérieux, moi je suis arrivé pour m'intéresser à cette mouvance par cette revue, par curiosité. Et cette curiosité, elle est toujours éveillée, même si certains fondamentaux peuvent nous séparer. Voilà. Donc moi j'ai une fidélité par rapport à cette curiosité, cette qualité de ce trimestriel. Je voudrais dire aussi un petit mot là-dessus, ce trimestriel Éléments. Qui n'est plus un trimestriel, qui paraît tous les 2 mois. Oh bah mince, oui. Je dors, excusez-moi, mais je voulais faire la pub par rapport à un hebdomadaire. Ouais, vous le recevez très en retard. Mais voilà, en plus de ça, j'ai que 2 numéros sur 3, alors mince, ça marche mal. Bien. Je veux dire, par là, il y a peu de publications qui m'intéressent autant. En fait, il y en a 2, vous voyez. Il y a Éléments, donc je suis toujours curieux de le voir arriver en kiosque avant de le trouver donc dans ma boîte aux lettres, et je trouve toujours quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Et il y a une autre publication à laquelle je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, qui est un hebdomadaire. C'est un hebdomadaire terriblement libéral, de surcroît il est en anglais, donc c'est The Economist, et j'ai exactement la même excitation qu'à l'égard d'Éléments, parce que ce sont les 2 seules publications dans lesquelles je trouve toujours quelque chose d'intéressant, de décalé. Et de surcroît, The Economist, je viens de vérifier tout à l'heure, est né en 1843, ce qui fait qu'ils fêtent leur
80e année. Mais c'est pas les plus vieux qui ont raison. Hein. Alors, pour terminer, peut-être, Christophe Levallois, puisqu'on aborde la réception d'éléments, je suis curieux de savoir comment vos frères orthodoxes, du moins ceux qui s'intéressent à la vie des idées et à la presse française, reçoivent éléments, comment votre parcours est ressenti, et voilà. Eh bien, je vous avouerai que je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est quelque chose dont j'ai pas discuté. Je pense que, oui, individuellement, il y a quelques individualités qui lisent, qui reçoivent, mais c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé. En fait, en milieu orthodoxe, on est très pudique sur nos vies. C'est le parcours de chacun. Alors, je sais que quelques-uns, oui, connaissent un peu mon parcours. Bon, ça les a étonnés, mais pas plus on n'en a pas plus parlé que cela. Je vais céder la parole aux plus jeunes d'entre nous. Alors, Nicolas, toi, vous qui avez encore un pied dans l'élément, et plus que ça même, est-ce que vous avez des projets, des perspectives ou des chemins que vous voudriez voir élément emprunter pour les 50 prochaines années et plus encore? Avoir plus de temps pour écrire pour élément, mais c'est un peu complexe en ce moment. Mais non, mais je trouve que c'est une revue qui mène son chemin, qui a toujours su se renouveler sans jamais, même sans pas être reniement, mais oui, qui a su suivre son époque. Je trouve que Pascal Assiri qui a fait un travail extraordinaire sur la nouvelle formule. Et ce dont je me rends compte, c'est que je peux le montrer ou le faire lire à des gens qui ne sont pas forcément très versés en politique, certains de gauche, certains de droite, d'autres attentionnistes. Et je n'ai toujours eu que d'excellents retours. Très bien. À moins que quelqu'un veuille dire le mot de la fin. Je peux le faire, c'est oui. Abonnez-vous, réabonnez-vous. Merci, c'est important. Moi, je dirais, je souhaite très longue vie à Éléments et puis rendez-vous dans 50 ans.